Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de votre présence à cette présentation des résultats semestriels 2024. Alors, un semestre particulièrement actif pour Roche-Vaubois dans un contexte beaucoup plus compliqué du marché de l'ameublement, on va y revenir, qui fait suite à une année 2023 qui était record, avec une accélération de nos livraisons et avec un niveau d'EBITDA encore en forte croissance. Pour mémoire, l'an dernier, nous avons atteint 429 millions de chiffre d'affaires et 90 millions d'EBITDA, alors que notre chiffre était autour de 250 millions au moment de l'IPO et notre EBITDA de 21 millions. Donc, une très forte croissance du groupe. Et donc, cette année 2024 est un challenge, d'abord parce que effectivement l'environnement est probablement beaucoup moins simple encore pour notre activité de l'ameublement, liée notamment aux transactions immobilières et à la baisse de la consommation, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais aussi un challenge avec un comparable effectivement 2023 particulièrement élevé. Et donc on va le voir, beaucoup de nos actions dans ce premier semestre ont été d'utiliser les moyens qui sont aujourd'hui les nôtres pour préparer l'avenir et notamment continuer à augmenter le périmètre de nos magasins propres pour préparer la rentabilité des mois et des années à venir, et puis la maîtrise de la marque et du groupe. Voilà en introduction. Quelques mots rapides sur le groupe, de rappel. Donc nous avons deux marques. Nous avons Roche-Vaubois en positionnement haut de gamme en France, luxe à l'international. C'est une marque présente dans 54 pays, fortement internationalisée, avec une gamme très large, orientée vers le design et le mobilier contemporain. Et puis nous avons Cuir Center, marque uniquement française, marque référente en France, plus de 90 millions de volume d'affaires, une large offre de canapés en cuir et en tissu. Aujourd'hui, la moitié de l'activité de Cuir Center est réalisée avec du tissu. Cuir Center, c'est 10% des volumes, quand la marque Roche-Vaubois, c'est quasiment 90%. Donc, un positionnement French Art de Vivre, une société qui reste à majorité familiale, les deux familles fondatrices, les Roche et les Souchon, gardant un peu plus de 50%. Et puis nous avons au capital également le fonds d'investissement TIP, Tambour Investment Partner, depuis maintenant 2013, plus évidemment le flottant boursier. Une largeur de gamme unique, un réseau de distribution mixte et complémentaire qui s'oriente de plus en plus vers l'activité en propre. Sur la marque Roche-Vaubois, c'est 65% du volume réalisé par les magasins en propre, parce qu'ils sont dans les plus grandes villes, dans les plus grands territoires. Nous sommes fabless, nous ne sommes pas fabricants, nous sommes éditeurs, 100% Made in Europe. On repose sur un réseau de partenaires de longue date qui sont tous en Italie, en France, au Portugal, donc en Europe de l'Ouest, et ce qui nous permet de concentrer nos investissements sur le réseau et non sur l'industriel, et ce qui nous permet aussi d'assurer une largeur de gamme exceptionnelle avec plus de 2000 modèles, puisque nous n'avons pas à amortir, ou nous n'avons pas les contraintes d'un outil industriel. Un mot sur nos engagements RSE, j'y reviens très rapidement. Alors nous avons des engagements forts en matière d'éco-conception, engagements qui sont reconnus, puisqu'à la fois nous sommes désormais notés argent chez Etifinance, avec un niveau de 64 sur 100. Et puis nous avons eu à la fin de l'année 2023 un trophée des objectifs de développement durable de l'ONU. Nous avons été finalistes grâce justement à notre politique de généralisation de l'éco-conception dans les nouveaux produits que nous introduisons, et avec en particulier un objectif que nous devrions atteindre de 100% des nouveaux produits présentés qui soient éco-conçus.
Quelques faits marquants sur le premier semestre, donc un semestre riche en acquisition et en périmètre, et notamment un événement très important pour le groupe, sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs années, c'est la prise de participation dans notre franchisé chinois. La marque Roche-Beaubois est présente en Chine depuis plus de 20 ans, par le biais d'un franchisé principal qui s'appelle Shanghai Rocastle, qui opère en direct 3 magasins, un Pékin, 2 à Shanghai, et qui ensuite gère en sous-franchise 25 magasins dans les autres villes chinoises. C'est un système où la publicité, la logistique, etc. Sont gérés par ce franchisé principal et l'opération quotidienne des magasins par les sous-franchisés. Et c'est un système qui est également très relutif, puisque sans entrer dans les détails, il y a une grande partie de la valeur qui est captée par ce franchisé principal, Shanghai Rocastle, sur l'ensemble des magasins. Donc cette prise de participation qui a été signée, alors elle a été annoncée le 10 avril et nous avons signé de façon effective dans les tout premiers jours de juillet, et donc nous aurons une contribution à hauteur de 9 millions au chiffre d'affaires et de 3 millions à l'EBITDA. Donc c'est une opération très importante dans le sens où elle permet d'aller vers en Chine, un pays qui est particulièrement un pays d'avenir pour notre marque. 2024, c'est aussi l'année de la Chine, côté du design, et dans le cadre des 20 ans de Roche-Beaubois en Chine, nous avons une collaboration présentée lors du salon du design de Milan et dans notre showroom de Milan au mois d'avril, avec la designer franco-chinoise Chang Kyung-heur, qui a créé cette collection Bamboo Mood, qui est à la fois extrêmement inventive, extrêmement créative, mais aussi très commerciale, et qui va permettre de montrer l'attachement multiculturel de Roche-Beaubois, et donc une bonne partie de l'investissement publicitaire de cette rentrée 2024 en presse est centré sur ce lien très fort de Roche-Beaubois avec la Chine. Nous avons également été partenaires de l'exposition au musée Guimet de Chang Kyung-heur au mois de juin, donc événement très fort autour de ce partenariat. Autre point important, nous avons racheté 2 franchisés au Canada, Vancouver, Calgary. C'est des magasins qui ont représenté un volume d'affaires de 3,5 millions en 2023, qui sont extrêmement rentables et qui vont également contribuer à renforcer la présence du groupe en Amérique du Nord. Vous savez probablement que la zone États-Unis-Canada, c'est notre premier marché avec plus de 30% des volumes. C'est aussi le premier marché en contribution à l'EBITDA. Nous avons eu des rachats importants aux États-Unis entre 2020 et 2023 qui nous ont permis et 2022 pardon, qui nous ont permis d'être quasiment aujourd'hui exclusivement propres. Au Canada, il nous restait 3 franchisés, on en a acheté 2 à la fin du mois de juin, et donc là aussi c'est une opération qui contribue à renforcer la présence du groupe dans la zone Amérique du Nord. Dernier point, sur l'Amérique du Nord, l'ouverture il y a quelques semaines d'un 2e magasin à Toronto, au Canada. C'est un magasin qui est en dehors du centre-ville. On avait déjà un magasin de centre-ville qui a présenté plus de 6 millions de chiffres d'affaires, et donc ça nous permet de rayonner pour l'ensemble des territoires qui sont autour de Toronto. C'est un magasin de 450 mètres carrés dans une zone dédiée à la décoration et au mobilier.
Enfin, dernier point, un arbitrage dans notre organisation en France. Nous avons racheté l'activité du Cure Center de Barentin, qui est un des plus gros, Barentin côté de Rouen, un des plus gros Cure Centers de France, après avoir cédé fin 2023 le Cure Center de Clermont-Ferrand, ce qui nous permet d'avoir une logique de pôles régionaux et géographiques beaucoup plus efficace. Et puis, donc voilà pour les rachats. Un mot sur les partenariats avec le monde des arts et de la culture. Roche-Beaubois a été en 2024 partenaire de Art Paris, par exemple, au Grand Palais éphémère, avec une exposition tout à fait remarquable. Nous avons, à la suite du partenariat très fort que l'on a eu l'année dernière avec Johanna Vasconcelos, nous l'avons poursuivi à New York avec plusieurs événements autour de l'artiste plasticienne portugaise, Johanna, et notamment une exposition d'une Valkyrie, d'une œuvre monumentale de l'artiste dans notre magasin de Madison à New York. Et puis, plus proche de nous, nous sommes partenaires de l'ES Monaco, où nous avons un lounge Roche-Beaubois entièrement meublé par nous et qui permet de toucher évidemment une clientèle très forte et très aisée à Monaco. Passons maintenant aux éléments financiers du S1. Alors, un point sur l'activité commerciale, sur l'activité, sur nos prises de commandes. Vous savez que dans notre business model, nous avons un décalage entre les prises de commandes et les livraisons. Ce décalage est de l'ordre de 4 mois en France et en Europe, et il est plutôt de 6 mois aux États-Unis, Canada ou en Chine à cause des délais de mer. Et donc, on suit évidemment ces deux indicateurs forts de l'activité, puisque le chiffre d'affaires n'est reconnu qu'au moment de la livraison, alors que les prises de commandes nous permettent de voir l'évolution de notre performance commerciale. Donc, en volume d'affaires de nos magasins en propre, nous sommes au 30 juin à 182,8 millions, à périmètre évidemment non constant. Donc notre volume d'affaires, il est strictement identique au record du premier semestre 2023, avec évidemment des effets de périmètre, c'est-à-dire que les nouveaux magasins que l'on a ouverts au cours de l'exercice 2023 et les rachats de franchisés qu'on a réalisés l'année dernière compensent un effet moins favorable du périmètre constant. Donc on réussit dans un environnement commercial et économique dégradé à égaler en prise de commande la performance de l'année dernière. Si on regarde le volume d'affaires total, donc y compris franchisé, nous sommes à moins 3,6%, à 299, quasiment à 300 millions d'euros. Là où cette publication est un petit peu plus difficile, c'est sur notre performance de chiffre d'affaires et donc de livraison. Nous avons livré sur ce premier semestre l'équivalent de 204 millions, en retrait de 7,8%, pour deux raisons principales. Ce retrait, encore une fois, il n'est pas lié à notre performance commerciale, puisque nous avons des prises de commandes qui sont stables. Il est lié à deux facteurs. Le premier, c'est une accélération forte des livraisons qui a eu lieu à la fin de 2023, qui a favorisé nettement l'exercice 2023 au détriment du premier trimestre 2024. Et le second, c'est une difficulté liée au tissu câlin, qui est un tissu nouveau qui habille notre best-seller, le Bubble,
veulent, et il est fabriqué par une seule usine en Italie. C'est un tissu vraiment exceptionnel, vraiment novateur, qu'on a lancé à la fin de l'année 2023, donc avec des prises de commandes qui ont commencé fin 2023, mais des livraisons uniquement pour 2024. Et cette usine a connu une destruction totale en décembre 2023 suite aux intempéries qui ont eu lieu dans la région de Forlì en Italie. Et donc, nous avons un retard équivalent à 5 millions d'euros de prise de commande qui manque au S1 et dont le rattrapage devrait se faire d'ici la fin septembre, début octobre. On a des engagements forts du fournisseur aujourd'hui et l'usine progressivement recommence à délivrer les volumes attendus. Mais effectivement, dans un contexte de prise de commande stable, on aurait dû avoir des livraisons à peu près stables, mais nous avons ce double effet d'anticipation à la fin de l'année 2023 et d'un retard de livraison. Ça fait très longtemps que ce type de problème n'était pas arrivé chez Roche-Beaubois, mais voilà, sur un produit un peu exceptionnel et sur un démarrage, nous avons ces 5 millions de retard de commande. Alors, on a un portefeuille de 237,5 millions, restant à livrer au 30 juin, qui est stable, encore une fois, assez logiquement par rapport au 31 décembre 2023. Mais cette contre-performance du premier semestre en termes de livraison nous impacte mécaniquement sur l'EBITDA et puis bottom line, puisque nos charges opérationnelles, on va le voir, sont très stables, mais on a ce volume qui nous manque, et donc notre EBITDA est impacté à hauteur de 26% et la marge d'EBITDA également à moins 4,6 points par rapport au S1 2023. En termes bilanciels, on reste extrêmement solide puisque la génération de cash a été bonne, avec un niveau d'investissement qui était plutôt inférieur à celui de 2023. Donc on a une trésorerie brute qui est stable à 65,5 millions, et puis une trésorerie nette positive qui reste très élevée à quasiment 26 millions. Voilà dans les grandes lignes. Donc je ne vais pas forcément revenir dans le détail des slides d'après, puisqu'on a pas mal anticipé les choses. Donc synthétiquement, un chiffre d'affaires en recul de moins 7,8%, une zone États-Unis-Canada qui reste la première zone à 32%, la France étant à 30%. On a un léger effet de mix géographique, puisque les États-Unis-Canada étaient plutôt à 35% en 2023, mais c'est aussi lié au rachat récent que l'on a réalisé en France. Et puis donc, on rappelle l'impact de 5 millions de retard de livraison. La répartition géographique reste relativement identique. On voit que les États-Unis sont un peu plus impactés par le recul du chiffre d'affaires, à moins 11 que la France ou Clear Center, qui compense par des effets périmètres, notamment les rachats du nord de la France. L'Europe, elle, a une bonne performance commerciale, a eu la croissance de ses prises de commandes et qui donc là aussi contrebalance l'effet du livret. En termes de compte de résultat, donc nous avons une marge brute quasiment stable. Tout petit effet, il est encore une fois lié à du mix géographique, puisque la marge est plus élevée aux États-Unis. On a, par le biais des rachats, un petit peu renforcer la part de la France, mais en tout cas, on montre que dans un contexte qui est commercial un peu compliqué, nous sommes capables de maintenir parfaitement nos marges commerciales à des niveaux très élevés. En termes de compte de résultat, nos charges externes, là on est hors loyer, puisqu'on est en contribution capitale, les loyers étant
calculé par la norme IFRS 16 dans l'EBITDA. Donc, en termes de charges externes, nous ne sommes pas gênés ou nous ne sommes pas impactés significativement par l'effet périmètre, puisque nous avons parallèlement travaillé sur des économies, notamment certaines dépenses de publicité qui ont été arbitrées, et puis notre modèle étant construit comme un modèle variable, mécaniquement, les coûts de transport sont des coûts variables, que ce soit en amont ou en aval, donc se corrigent par le biais des volumes, et donc ce qui nous permet d'avoir des charges externes quasiment stables à 50,4 millions contre 50,2 l'année dernière. Pareil sur les charges de personnel, on a un effet qui est essentiellement un effet périmètre lié au nord de France et à Rennes, qui fait 1,4 million. Sur l'ensemble des autres zones, le fait d'avoir des salaires essentiellement variables sur un système de commission oriente légèrement à la baisse l'ensemble de zones en termes de rémunération, ce qui nous permet de compenser cet effet périmètre. À noter également une forte diminution de la provision pour AGA, puisqu'on a 3 plans d'action gratuites initiés en 2019 et en 2020, qui soit sont arrivés à leur fin, soit sont en fin de période d'acquisition, et donc une provision beaucoup plus faible sur ce semestre. L'impact donc sur le compte de résultat des volumes se voit de façon similaire sur l'ensemble des zones, et donc avec un EBITDA qui est impacté globalement de 26,6%. On retrouve donc oui, l'effet, c'est vraiment un effet volume, hein, puisque l'effet marge brute en valeur, donc EBITDA moins cost of goods sold, il est de 11,3 millions, et l'impact sur l'EBITDA, il est de 13,3. Donc on a vraiment un effet qui est strictement un effet volume, qu'on va retrouver également dans le ROC, le résultat financier étant quasiment stable, hors des effets IFRS 16, et puis l'impôt étant mécaniquement réduit. Voilà pour le compte de résultat. Sur le bilan, peu de choses très importantes à noter. On voit une augmentation du goodwill lié aux différents rachats, des immobilisations corporelles qui sont stables, avec des capex qui ont été plus limités sur cette année, et puis un effet d'amortissement, et puis une trésorerie brute qui reste toujours très solide, avec 65,5 millions au niveau du groupe, en sachant que le solde des dividendes 2023, comme en juillet 2023, a été versé sur le PS2 début juillet 2024, donc il n'impacte pas notre trésorerie au 30 juin. Mais encore une fois, c'est totalement similaire à ce qui avait été fait l'année dernière. En termes de passifs, les dettes financières sont quasi stables à 39,735. Les dettes locatives qui correspondent à l'application de la norme IFRS 16 passent de 170 à 178 millions suite à des effets périmètres, ouverture et rachat. Et puis le dernier agrégat qui évolue significativement par rapport au 31 décembre 2023, c'est les autres passifs courants, mais là aussi, ce sont les dividendes à payer qui ont été décaissés début juillet 2024. En termes de génération de cash, donc un effet plutôt positif et une bonne génération de cash par rapport au semestre de l'année dernière, avec une génération opérationnelle, y compris impôts payés à 11,7 millions, un BFR à 8,1 millions, essentiellement lié au stock, des investissements d'ouverture et de rénovation de 4,7 millions, et puis un 3,9 millions de variations de périmètre qui correspondent au rachat du Cure Center de Rouen et de Vancouver Calgary, qui ont été
qui ont été impactés, enfin, qui ont été décaissés, pardon, au S1, sachant que la participation dans Shanghai Rocasol est décaissée au S2, puisque la signature est au 4 juillet, mais on aura un effet assez limité sur le cash, puisque on va consolider l'ensemble de la société, et la société Shanghai Rocasol dispose de pas mal de cash qui reste dans la société. Donc, on va évidemment décaisser le prix des actions des 51%, mais ça sera assez largement compensé par la trésorerie de la société qu'on va consolider. Voilà, en conclusion, donc, sur ce S1, un chiffre d'affaires à 204,4 millions, en ligne avec les attentes, avec un deuxième trimestre qui était meilleur que le premier, tout en étant impacté par ce décalage de livraison de 5 millions, un EBITDA mécaniquement impacté par la diminution des volumes, et puis une marge brute d'autofinancement qui reste élevée et une trésorerie stable, particulièrement élevé sur ce bilan au 30 juin 2024. Quelques mots donc sur les prises de commandes. On en a parlé au début de la présentation du semestre. Nous avons un niveau de prise de commande des magasins propres qui résiste très bien dans le contexte actuel, puisqu'on est strictement équivalent au record de 2023 à 182,8 millions, avec un effet périmètre de 10 millions et demi, qui compense l'effet like for like quasi parfaitement. Sur les magasins, sur l'ensemble du périmètre, sachant que ça nous impacte moins, puisque les franchisés n'impactent le groupe que via des redevances, l'effet du like for like est de 11,4 millions, avec un effet périmètre qui est moins important et qui donc ne compense pas complètement. Et donc ces prises de commande de l'ensemble du périmètre, franchisés plus magasins propres, étant léger repli de 3,6%. Si on regarde l'évolution depuis juin et donc nos prises de commandes de cet été, nous avons eu finalement un mois de juillet assez bon, en forte croissance, en croissance pas loin de 8%, mais un mois d'août plus compliqué, notamment lié aux Jeux Olympiques en France, lié également probablement à un manque de confiance de nos clients, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans un contexte d'instabilité politique, les élections aux États-Unis, et puis la dissolution de l'Assemblée nationale et la difficulté de savoir quelle sera la politique économique et fiscale du gouvernement. Et donc, la tendance finalement à fin août, elle est strictement la même que fin juillet, avec un niveau de prise de commande à nouveau étal par rapport à l'année dernière, avec des magasins propres qui sont à fin août à 237 millions contre 237 millions l'année dernière. À noter qu'on a commencé à intégrer un peu de chiffre d'affaires en propre de la Chine depuis le 4 juillet. Alors, en termes de perspective 2024, on a un volume d'affaires à fin août parfaitement flat, alors que nos prévisions étaient évidemment meilleures, puisqu'on prévoyait une hausse single digit de nos prises de commandes. Donc, même si on va continuer à accélérer le rythme des livraisons de commandes et que l'on attend une croissance du chiffre d'affaires au second semestre, cette difficulté de prise de commande de cet été, où malgré les effets périmètres, on arrive à un niveau flat, nous oblige à revoir nos prévisions de chiffre d'affaires livré.
on était autour de la performance de l'année dernière dans notre précédente guidance. Aujourd'hui, on devrait être en léger retrait autour de 418 millions, ce qui reste un niveau évidemment très élevé et supérieur à l'exercice 2022, et donc avec un impact sur les EBITDA qu'on estimait lors de nos précédentes annonces de 5 à 10% par rapport au record de 2023, et qu'on estime aujourd'hui, à cause de cet effet volume, un impact de 15 à 20% par rapport à l'exercice 2023. On pourra y revenir, bien entendu, si vous le souhaitez. Un mot pour finir sur notre stratégie de développement, puisque nos rachats de franchisés, notre politique de développement et d'ouverture de magasins en propre, aujourd'hui se concentre particulièrement sur les États-Unis, Canada et maintenant sur la Chine. Et donc, c'est intéressant de voir où on en est aujourd'hui. Nous avons 44 magasins aux États-Unis, Canada, donc 41 en propre. Il nous reste un magasin franchisé à Porto Rico, à Détroit, et puis un dernier franchisé à Québec. Mais c'est quasiment anecdotique. On a une maîtrise totale de l'image, de la publicité, de l'expérience client. On a aussi un niveau de chiffre d'affaires moyen par magasin aux États-Unis qui est élevé, ce qui nous permet de consolider beaucoup de valeur, et ce qui, tout en ayant un positionnement très élevé, un positionnement de marque de luxe, et donc des niveaux de marge brute particulièrement élevés aux États-Unis. Donc, c'est ce qui fait que la zone USA-Canada est aujourd'hui première en chiffre d'affaires et premier contributeur à l'EBITDA. On continue à travailler aussi sur le développement du réseau avec un nouveau magasin à Montréal, dans le centre de Royalmount, qui est à la fois un centre commercial, un centre d'habitation, de bureaux, de tours très luxueuses, qui est en train de voir le jour à Montréal. Et on va avoir à la fois nos grands concurrents de l'ameublement américain comme Restoration Hardware, mais aussi toutes les marques de luxe. Et puis des développements pour continuer le maillage aux États-Unis, notamment à Las Vegas et Austin. En Chine, la prise de participation que l'on a réalisée au début du mois de juillet est un pas très important pour Roche-Beaubois. Le marché chinois est extrêmement porteur. On a plus que doublé les volumes en Chine par rapport à 2019. On est présent avec Shanghai Rock Castle en direct dans des magasins à Shanghai et Pékin, qui représentent à peu près un tiers des volumes globaux de la Chine, mais aussi dans 25 villes. Donc la marque a une vraie présence. Et puis, nous avons un environnement concurrentiel qui est particulièrement favorable, puisque nous n'avons pas de vrais concurrents. Nous avons soit des concurrents chinois qui ne sont pas capables, évidemment, d'apporter le French art de vivre, l'attrait du luxe européen qui est extrêmement important, évidemment, en Chine, et avec des gens qui sont aujourd'hui capables d'accéder à ces niveaux de prix. Et puis, des concurrents italiens qui sont à des positions de prix stratosphériques par rapport à nous et qui finalement touchent peu de gens et donc qui ne sont pas véritablement des concurrents. Donc nous avons vraiment en Chine un positionnement unique. Nous avons la force du French art de vivre et puis la force d'un réseau qui s'est développé dans les 20 dernières années, qui commence à être très présent, très maillé. On ouvre également 4 nouveaux magasins cette année, donc on continue avec notre partenaire l'expansion en Chine. Donc c'est un point de développement évidemment très important pour l'avenir du groupe, et cette prise de participation sur laquelle on a travaillé depuis des années est vraiment un pas très important pour nous dans cette année 2024. Voilà pour cette présentation. J'écoute évidemment toutes vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton lever la main sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Monsieur Titagne, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Oui, bonjour Guillaume, merci pour la présentation. Quelques petites questions de mon côté. Oui. Le premier sur l'évolution de l'activité. Donc, si on comprend bien, on est plutôt autour de -10, -15 hors effet périmètre. Est-ce qu'il y a encore des effets prix là-dedans ou est-ce que c'est des effets volume? Non, non, non. On n'est pas à 10-15 hors effet périmètre. En prise de commande à périmètre constant, on est autour de -5, -6. Je parle du chiffre d'affaires sur le S1. Ah oui, mais, ok. Mais le chiffre d'affaires, il inclut encore une fois un retard de livraison et un décalage de livraison. Mais donc c'est beaucoup plus compliqué de donner un périmètre constant qui soit représentatif. On est beaucoup plus représentatif pour donner l'évolution du business et de notre performance en regardant les prises de commande que c'est vrai, c'est une constante. Et donc, oui, c'est la deuxième partie de votre question. Non, ça n'inclut pas des augmentations significative. Il y a quelques fournisseurs de façon très négative, mais non, nous avons contrôlé les augmentations de prix des fournisseurs et les effets prix sont des effets qui sont essentiellement sur 2021-2022, mais qui ne sont pas des choses récentes et en tout cas, on n'en a pas de significatif sur 2024. Et est-ce que sur les mois à venir, on peut s'attendre à des baisses de prix, pour le coup, des effets positifs sur la marge brute? Alors, dans les mois à venir, on sait que notre livret, il va être constitué des prises de commandes qui ont déjà été faites. Donc, pas de modification sur le livret, puisque nous avons été stables en termes de prix. Il n'y a pas de modification très forte à venir de la marge. Encore une fois, le taux de marge, il a été légèrement impacté par des effets de mix géographique. Nos marges par pays, elles restent les mêmes et elles restent soutenues. Après, si on a un peu plus de France dans le mix lié au rachat du groupe du Nord, ben, ça tire la marge un petit peu vers le bas. Si on a plus d'États-Unis, Canada, ça tire la marge vers le haut. Donc, c'est les principaux effets. Sinon, non, il n'y a pas d'effet important à attendre. Ok, ma deuxième question, c'était sur les effets BFR. Oui. On a pas mal une contribution là sur le premier semestre. Est-ce que sur le second semestre, ça va se normaliser ou on doit attendre aussi une contribution positive? On devra avoir une contribution qui soit positive par rapport au deuxième semestre de l'année dernière. Très clairement, les principaux points qui font évoluer le BFR pour nous, c'est d'éventuels effets de stock, notamment quand on a des effets de périmètre ou de nouveaux magasins, puisqu'on va consommer un petit peu de BFR pour le stock d'exposition. Encore une fois, on fonctionne de façon générale sans stock, mais on a quand même le stock d'exposition. Donc, plus de magasins égale plus de stock d'exposition, donc un effet sur le BFR. L'autre point, c'est l'évolution des prises de commandes. C'est-à-dire que si on a des prises de commandes en forte hausse, comme on les a connues sur les années 2021-2022 notamment, on va avoir un BFR qui s'améliore fortement puisqu'on a beaucoup d'acomptes. Si par contre on diminue le portefeuille, on va avoir un effet de BFR négatif, c'est-à-dire qu'on va livrer les clients et donc on va payer les fournisseurs et donc on va utiliser la compte. Donc à partir du moment où on anticipe des prises de commandes stables, on devra avoir peu d'effet sur le BFR, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ok, et ma dernière question, c'est sur la Chine. Voilà, on parle beaucoup de la faiblesse de la consommation en Chine. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous aussi, dans vos magasins, ou est-ce qu'on peut avoir une idée de la croissance hors effet périmètre en Chine?
Non, on est à plus 1% par rapport à l'année dernière à fin août. Donc on n'a pas d'impact négatif sur l'ensemble du périmètre. Les magasins chinois se portent bien. Ok, merci. Merci. Monsieur Rolandez, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Oui, bonjour. Moi, Bonjour. je n'ai pas de questions. Je voulais simplement vous dire bravo. Vous gérez très bien une conjoncture difficile et tout est clair dans vos présentations. Donc, continuez. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et on essaye effectivement de continuer à développer le groupe dans une période un peu plus difficile. Et puis, je pense que l'idée de cette présentation, c'était de montrer que la force de notre modèle permet de préparer l'avenir et permet de constituer un groupe qui est de plus en plus fort et dans des pays avec des gros potentiels. En tout cas, merci pour votre intervention. J'étais prêt à répondre à toutes les questions qu'il fallait, quoi qu'il en soit. Merci et bravo. Merci. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton lever la main sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Nous n'avons pas d'autres questions en attente pour le moment. OK. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup de votre attention. Et puis, je reste évidemment disponible pour chacun d'entre vous si vous aviez besoin d'autre chose ou d'autres éléments. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.